Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Yann, je travaille chez Axanta, je suis directeur du marketing et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, les aspects thermiques du bâtiment et des technologies qu'on déploie pour réduire drastiquement ces consommations, mais de manière plus importante, comment on fait ça de manière beaucoup plus simple et à un coût plus abordable que ce qu'on a connu jusqu'à présent dans le monde du bâtiment. Je fais un petit rappel sur ce que vous connaissez tous, probablement plus que moi. C'est évidemment l'importance des aspects thermiques dans le monde du bâtiment, qui pèsent très lourd. Le bâtiment lui-même pèse très lourd dans les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Et si on s'intéresse aux aspects thermiques, en fait, c'est, comme j'aime à le dire, l'éléphant dans la salle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de rénovation thermique du bâtiment, parce que le principal problème dans notre pays et dans d'autres sont les consommations de chauffage d'abord et les consommations de climatisation. Alors, si on se met dans la peau de gens, j'imagine, comme vous dans la salle, en tout cas de maîtres d'ouvrage, de gens qui possèdent des bâtiments, qui les gèrent, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a à la fois un certain nombre d'éléments qui vous poussent à l'action. Alors il y a l'envie bien sûr d'y aller parce qu'on est sur des enjeux qui sont extrêmement importants, mais il y a surtout la réglementation. Elle est importante, il y a le décret tertiaire, les décrets BACS, la RE 2021, ce qui se passe en France et puis ce qui se passe aussi au niveau européen avec le Fit for 55 par exemple. Mais les problèmes sont un petit peu plus larges. On a des problématiques de rentabilité sur l'exploitation du bâtiment avec un coût d'énergie qui augmente et donc qui challenge les modèles économiques des investisseurs dans l'immobilier. Il y a les notions de valorisation des actifs. On commence à reparler de plus en plus de la valeur verte des bâtiments. D'ailleurs, l'Observatoire de l'immobilier durable a sorti un rapport très intéressant à ce sujet récemment. Et puis il y a d'autres problèmes dont on parle moins, mais et nous on le voit tous les jours. Il s'agit aussi du recrutement. Aujourd'hui, les jeunes talents cherchent à travailler dans des entreprises qui prennent des initiatives et ça touche également les gens qui construisent ou qui exploitent des bâtiments ou qui même travaillent dans des bâtiments. Donc tout ça pousse à l'action et c'est très bien et il se passe beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, si je me remets dans les baskets du propriétaire, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour passer à l'action? Quelle est ma boîte à outils? Eh bien, ma boîte à outils, elle n'a pas changé depuis plusieurs décennies. Voilà, moi j'ai bientôt 40 ans et ça fait 15 ans que je bosse dans le domaine de l'énergie et je pense que ça fait 20 à 30 ans qu'on raconte à peu près les mêmes choses et tout le temps. Et donc, comment on fait pour changer ça dans un monde qu'on connaît bien, où plus on est ambitieux, plus c'est compliqué et plus ça coûte cher d'être ambitieux d'un point de vue énergétique, sans compter que les investissements qu'on va consentir ne seront même pas nécessairement, en tout cas c'est pas un standard dans nos industries, ne seront pas nécessairement garantis. Et évidemment c'est là où le bât blesse, parce que si c'était facile, si c'était accessible financièrement de rénover les bâtiments, on ne serait pas ici à se rassembler aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de rénovation thermique des bâtiments depuis des décennies, on ne serait pas à fixer des objectifs de rénovation annuelle qu'on n'arrive jamais à tenir. Donc l'enjeu il est là et c'est à cet enjeu que Axanta s'est attaqué avec une promesse qui est aujourd'hui extrêmement simple, c'est d'accompagner les propriétaires, les gestionnaires de bâtiments dans la décarbonation jusqu'à 95% donc, du chauffage et de la climatisation des bâtiments. Et ça, comme je l'ai dit au début, d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible financièrement que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Alors, pour faire ça, en fait, on a une approche qui combine deux choses. Premièrement, le déploiement de technologies énergétiques intelligentes, et je vais vous en parler, avec un triptyque qu'on appelle chez nous tracé, optimisé, décarboné. Et ces technologies, elles sont mises en œuvre dans un modèle économique et des services conçus pour que tout ça se passe relativement sereinement, alors que la réalité, c'est qu'on n'est pas serein du tout, parce que les ambitions telles qu'elles sont posées aujourd'hui, elles challengent les modèles économiques de tous les acteurs de l'immobilier. Et ce qui se cache derrière tout ça, qu'on aime à appeler Energy and Efficiency as a Service, c'est en fait
d'opérer une transition dans le domaine de l'énergie appliquée aux bâtiments, d'un monde où on empile des solutions, et donc on vend des solutions, des technologies, des solutions énergétiques, à un monde où on vend une performance énergétique garantie. Et l'enjeu, il est là, parce que, j'espère que vous ne me contredirez pas, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de l'énergie, et le problème, c'est pas de mettre en œuvre des technologies, de vendre des technologies, ou même de mettre en place des solutions d'énergie renouvelable, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que je vais en avoir pour mon argent? L'enjeu, il est vraiment là, et c'est ce à quoi on s'attelle. Donc je vais vous brosser le panorama de nos fameuses technologies. Et donc on s'attaque à la problématique du chauffage et de la climatisation dans son entièreté, dans une logique en 3 étapes. La première consiste à tracer la performance. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle connaissent toutes les plateformes de systèmes de management de l'énergie. On a du DeepKey, on a de l'Adviseo, de l'Energism, etc. Donc on sait faire exactement la même chose. C'est une démarche qui est nécessaire, qui en plus nous simplifie la vie. On évite de jongler avec des tableaux Excel, etc. dans une période où on doit répondre aux objectifs de décret tertiaire. Donc on utilise le digital pour travailler mieux, plus rapidement. Ça se fait dans plein de domaines. Tous les jours, on le fait sur nos téléphones. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas dans l'immobilier. Donc on fait exactement la même chose que tous ces acteurs, à la différence qu'en plus de collecter les données sur l'énergie, sur les factures, on va également mapper toute la qualité de l'air intérieur des bâtiments, le profil carbone et le confort. Et j'insiste sur le confort parce que si vous ne tracez pas le confort, vous ne pouvez pas vous projeter dans une démarche de performance énergétique parce que la solution la plus simple pour faire des économies d'énergie, c'est de couper le chauffage. Bon, il n'y a plus de confort, mais du coup, on manque notre cible. Okay. Et le troisième point, c'est que notre plateforme, donc qui est une plateforme cloud, comme tout ce qu'on voit sur le marché, elle intègre nativement le référentiel IPMVP, qui est aujourd'hui la seule norme qui nous permet de comparer 2 années entre elles et d'établir de manière normée, de dire « Ok, j'ai fait 20% d'économie d'énergie, mais je compare des choux avec des choux ». Et le troisième axe, c'est que en fait, notre propriétaire, on ne l'abandonne pas à ce niveau-là. On est au début d'une démarche où on va mettre en place derrière des actions qui vont permettre de délivrer la performance énergétique. Et donc, on fait face à un des problèmes qu'on rencontre parfois dans notre métier, c'est que c'est la multiplication des acteurs. On multiplie les acteurs, on multiplie les sources de données, on multiplie les logiciels et c'est extrêmement complexe à gérer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'on appelle optimiser, en fait, c'est la chose la plus évidente, la plus pertinente techniquement et la plus rentable économiquement à mettre en œuvre. C'est-à-dire que tous les bâtiments sont équipés de chauffage, de chaudières au gaz, d'autres typologies de chauffage. Et on n'a pas forcément envie de se lancer tout de suite dans des remplacements lourds et coûteux ou dans des projets de rénovation très lourds. Et il est tout à fait possible et même souhaitable d'améliorer la régulation de ces systèmes, à savoir fournir un service en consommant beaucoup moins d'énergie. Et pour faire ça, on a 2 approches, une qu'on appelle OptimZen et une qu'on appelle EFI-Pilot. Et vous allez voir qu'en fait, au cœur de cette approche de l'optimisation de la demande, il y a 2 choses. On a des technologies qui sont uniques, qui sont propriétaires, qui sont brevetées, premièrement. Mais c'est qu'une partie du problème, parce que je vous l'ai dit au début, ce n'est pas qu'un problème de technologie, c'est un problème de processus et de mise en œuvre. Et donc, l'autre pan qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est comment nous, en tant que fournisseurs de technologie, on va s'insérer dans la relation entre un maître d'ouvrage et des exploitants. Et vous allez voir que là aussi, il y a des choses à optimiser. Voilà, donc la première solution qu'on propose, c'est avec OptimZen, c'est d'aller équiper le bâtiment avec des capteurs IoT qui mesurent la présence, qui mesurent la température, etc. Et ces données-là, on va les remonter dans une plateforme dans laquelle on a développé de l'algorithmie spécifique qui va nous permettre de définir des programmes optimaux de régulation des systèmes thermiques. Et ces programmes-là, on va travailler en collaboration avec les mainteneurs afin qu'ils soient mis en place. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide et simple à mettre en place. Et en fait, c'est un ROI quelque part négatif dans la mesure où dès la première année, vous gagnez beaucoup plus d'argent que ce que ça ne vous a coûté parce que c'est extrêmement léger à déployer.
La seule limite, c'est que quelque part, vous êtes dépendant du bon vouloir de l'exploitant et dans la bonne mise en œuvre des recommandations, même si on accompagne à ce sujet. Le deuxième sujet, c'est EFI Pilote, et là on va plus loin. Le problème de la régulation dans des bâtiments, et donc du chauffage et de la climatisation, des systèmes CVC de manière générale, on s'attaque du coup à la GTB. Alors la GTB, ça existe depuis pas mal d'années, 30-40 ans. Les articles que je lisais il n'y a pas longtemps disaient que ce n'est pas un motif de satisfaction. Donc quand ça fait 30 ou 40 ans que vous avez des technologies et que les gens vous disent « j'en suis pas content », c'est quand même qu'on a un problème. Et quand on compare le monde de la GTB à du monde, moi j'ai passé plus de 10 ans dans la technologie notamment solaire et gestion intelligente de l'énergie, il y a un monde dans la digitalisation des énergies renouvelables électriques et ce qui se fait dans la GTB. Et donc vous avez dans ce monde-là d'un côté les fabricants qui progressent, bien sûr, je ne casse pas du sucre, mais vous avez d'un côté le monde du hardware et de l'autre côté ceux qui sont censés utiliser ce hardware, les mainteneurs. Et en fait nous, c'est notre constat, c'est que la connexion elle n'est pas forcément hyper bonne, déjà dans la capacité à utiliser les produits, mais surtout un système de pilotage, il est quand même censé à un moment donné, et c'est ce qu'on attend de le maître d'ouvrage, pouvoir délivrer une optimisation et de la performance énergétique, parce que c'est censé pouvoir piloter les systèmes. Le problème là-dedans, c'est que, premièrement, les manières de travailler n'ont pas beaucoup évolué, c'est-à-dire que vous travaillez avec des systèmes de planification fixes, et puis les exploitants, ils déploient des armées de personnes. Voilà, vous vendez une personne chez plusieurs clients et puis ils vont se balader entre bâtiments et passer une fois de temps en temps pour voir si tout se passe bien ou venir en urgence quand il y a un problème. Et ce modèle-là, il touche à sa fin. Enfin, on touche les limites de ce modèle-là parce que maintenant, les ambitions sont beaucoup plus fortes. Et donc, il faut qu'on délivre une performance énergétique. Et donc, notre approche, en fait, elle consiste à... Donc, notre plateforme, EFI Pilote, on va venir se positionner entre le maître d'ouvrage et les exploitants. Donc le maître d'ouvrage, il a un parc immobilier, et dans ce parc immobilier, il peut avoir ou non de la GTB et des GTB de plusieurs marques. Et donc on va avoir une approche agnostique, on va avoir une plateforme d'hypervision qui est dans le cloud. Je ne vous apprends pas les bénéfices du cloud par rapport au logiciel embarqué dans les GTB qui devient obsolète. Le cloud, vous êtes up-to-date en permanence. Et donc nous, on va accompagner le maître d'ouvrage, on va lui redonner une capacité à avoir un accès à sa donnée énergétique, premièrement. Ça sur son mobile, sur son PC, etc. pour un bâtiment ou tout un parc de bâtiments. Et de l'autre côté, on va travailler avec le mainteneur, on va lui dire, nous, cette plateforme-là, elle va venir en complément de tes équipes pour t'aider à travailler. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, notre plateforme? Eh bien, elle passe du programme fixe, ad vitam aeternam, au pilotage en temps réel avec de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos systèmes sont capables d'anticiper les conditions de fonctionnement du bâtiment. Anticiper les conditions de fonctionnement dans le thermique, c'est connaître la météo, bien sûr. C'est ça qui va déterminer les consommations thermiques. Et deuxièmement, connaître et pouvoir comprendre l'inertie du bâtiment. Troisièmement, bien sûr, l'occupation et les plannings d'occupation. Donc on va prendre ça en compte et on va pouvoir aller donner des instructions directement. Donc c'est du contrôle physique, du contrôle commande des GTB, de manière à piloter les relances et les réduits des chauffages de manière dynamique. Et en faisant ça, on arrive concrètement à faire de 20 à 40% d'économie d'énergie. Voilà. Et la dernière étape de notre triptyque qu'on appelle décarboner, eh bien, c'est la suivante, c'est-à-dire que une fois qu'on a cherché à optimiser les bretelles et tout ce qu'on pouvait sur notre existant, évidemment qu'on se retrouve toujours confronté à la même question, à savoir, bon, qu'est-ce que je fais pour aller plus loin? Et qu'est-ce que je fais pour aller plus loin? C'est facile, hein. C'est soit je fais des choses sur l'enveloppe, soit je fais des choses sur mes systèmes énergétiques. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que on est embarqué dans une logique qui est celle présentée par la stratégie nationale bas carbone, qui est qu'on ne peut pas dissocier les économies d'énergie de la décarbonation. Donc on est dans une logique où on doit à la fois consommer moins d'énergie et décarboner. Ce qui veut dire concrètement que mes systèmes au gaz, à un moment donné, là on le sait tous, hein, tout le monde en parle, à un moment donné on va devoir s'en séparer. Donc quelles sont les options qu'on a à notre disposition? Premièrement, bien sûr, principalement l'isolation.
L'isolation, c'est très bien. Ça a deux problèmes, enfin trois. Un, c'est pas facile à mettre en œuvre sur tous les bâtiments en rénovation. Deuxièmement, ça coûte cher, avec des temps de retour qui peuvent se situer quelque part entre 20 et 120 ans, comme on le voit parfois. Et troisièmement, vous avez un seuil. Alors, vous pouvez mettre 1 mètre d'isolant, vous n'allez pas dépasser un certain niveau d'économie d'énergie. Donc ça veut dire que cette isolation, vous allez devoir l'associer à un nouveau système énergétique. Quelles sont les options qu'on a aujourd'hui en renouvelable? Il n'y en a pas des masses non plus. Il y a la biomasse. La biomasse, c'est bien. Ça décarbone sur le papier. Le problème de la biomasse, c'est que intrinsèquement, ça ne baisse pas les consos. Donc, vous devez l'associer à de l'isolation. Et donc, les deux ensemble, vous avez des coûts qui peuvent être extrêmement élevés. L'autre alternative, c'est la pompe à chaleur. Et donc, dans les pompes à chaleur, vous avez l'aérothermie, vous avez la géothermie. Et l'aérothermie, voilà, c'est très bien. Et elle aussi, elle a des limites, notamment quand vous les faites tourner en plein hiver, les COP ne sont pas optimaux et c'est assez difficile à piloter finement. Mais là encore, vous avez des effets de seuil en fait sur les performances que vous pouvez atteindre. Ceci dit, compte tenu des stratégies qu'on a en France, fort à parier que on va sur une massification de l'électrification des usages. Donc clairement, les systèmes thermodynamiques vont se développer. Le gouvernement a l'air de miser aussi sur la biomasse, mais à la fin, il va falloir que quelqu'un paye. Et donc, si on veut se soustraire un petit peu des aides publiques et de pouvoir mobiliser des financements privés, il faut que vous puissiez avoir des temps de retour qui soient solvables pour des financeurs privés. Faute de quoi, notre rénovation, qui est déjà lente comme un escargot, elle ne risque pas d'accélérer. Donc ça veut dire que vous devez être sur des technologies que les financiers acceptent de financer, et donc avec des performances, on doit délivrer la performance et surtout avec des temps de retour qui sont acceptables. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler de géothermie. Alors est-ce que j'ai un petit schéma? Je n'ai pas de schéma. En fait, Axanta, nous on est né à l'école polytechnique autour de programmes de R&D et on a mis au point une technologie de géothermie qui est originale, qui a 3 spécificités. La première, c'est qu'on utilise la géothermie en faisant du stockage intersaisonnier. Quel est le problème de la chaleur renouvelable? C'est génial la chaleur renouvelable. Ce problème, c'est que la chaleur, elle n'est pas produite au moment où on en a besoin. Elle est produite en printemps, en été, alors qu'on en a besoin en hiver. C'est la même chose pour la clim, il fait froid l'hiver, mais on a besoin de climatiser l'été. Et donc, pour résoudre cette équation-là, la solution, c'est le stockage. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire le chaud dont on a besoin l'été pour l'utiliser l'hiver. Et donc concrètement, ça veut dire que premièrement, on est capable sur les bâtiments climatisés de capter la chaleur fatale. Donc là, vous avez de la chaleur gratuite. Donc c'est intéressant d'un point de vue carbone et intéressant d'un point de vue économique. Mais si on n'a pas de clim, c'est pas grave. On peut faire tourner des pompes à chaleur aérothermiques. L'été, elles vont avoir des rendements stratosphériques. Et donc, vous allez pouvoir stocker littéralement la chaleur dans le sous-sol et la réutiliser l'hiver. Donc ça, on ne l'a pas inventé, ça existe déjà. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus usité pour utiliser la géothermie. Et donc le bénéfice de la géothermie, c'est les chiffres que vous voyez là, c'est que vous allez pouvoir réduire les consommations jusqu'à 80% et les émissions de CO2 jusqu'à 95%. On travaille sur des projets où on baisse les consommations de chauffage de 75% sans isoler, sur des bâtiments où on ne peut pas isoler. Et c'est ça la force de la géothermie. Aujourd'hui, c'est la seule énergie renouvelable pour la chaleur qui sait faire ça. C'est la seule. Alors nous, par contre, on a innové autour de ça. C'est-à-dire que le problème de la géothermie, c'est qu'en termes de chiffres, c'est très bien. Et son problème, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent, c'est l'investissement. Ça coûte très cher. Et ce qui coûte cher, c'est d'aller faire nos petits trous. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'optimiser tout ça. Donc nous, on a amené 2 innovations, et c'est là où on amène l'intelligence artificielle. C'est qu'on a développé notre propre outil de conception, et notre outil de conception, il a une vision holistique, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre en compte plein de paramètres, y compris est-ce que je peux mettre du PV, est-ce que je peux mettre du solaire thermique, est-ce que je dois mettre un appoint au gaz, en aérothermie, etc. Et il va faire ce qu'un humain n'est pas capable de faire. Il va mouliner des milliers d'options possibles en quelques minutes de manière à trouver le dimensionnement qui maximise la performance au coût le plus faible possible. Donc,
on a aujourd'hui probablement la technologie qui permet de dimensionner le plus finement possible de manière à réduire les capex à l'investissement. Donc ça offre voilà, des possibilités. Et le deuxième point, c'est l'exploitation. Comme toute technologie, si elle est mal exploitée, eh ben, il va y avoir des dérives et ça ne va pas délivrer ce qu'on voulait. Et donc là, on amène un service de pilotage par intelligence artificielle. Ça va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire que là encore, on va anticiper la météo, on va apprendre, parce que c'est de l'apprentissage, le machine learning, on va apprendre des vraies conditions d'utilisation du bâtiment et on va faire en sorte que le système fonctionne toujours de manière optimale. On est quelque part dans une logique de commissioning permanent. D'accord ? Prends un exemple de base, tout bête. Vous savez qu'il y a une vague de froid dans 3 jours. Vous n'allez pas attendre d'être dans la vague de froid pour lancer vos pompes à chaleur aérothermiques. On va les lancer avant, on va stocker. Et donc, l'intelligence artificielle, elle est capable en même temps de savoir que l'électricité coûte tel prix à tel moment, que la carbonation du réseau est à tel niveau à tel moment. Et donc, ce pilotage fin nous permet d'être en permanence sur un système qui consomme le moins d'énergie possible, qui coûte le moins cher possible et qui émet le moins de carbone possible. D'accord ? Et donc, si vous combinez tout ça, eh bien, on arrive sur une technologie prise en coût complet à 20-25 ans, qui coûte jusqu'à 10 fois moins cher que toutes les autres solutions dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et donc, on rentre dans un monde où on est capable d'aller voir des investisseurs et de leur dire, voilà, on rénove un bâtiment, on va supprimer le gaz, moins 80% de conso, moins 95%, avec des temps de retour compris entre 8 et 10 ans, et des coûts d'investissement compris dans des 100 euros, 150 euros par mètre carré, alors qu'on peut aisément dépasser 1000 euros par mètre carré pour réduire des consommations, j'espère que vous serez d'accord avec moi, de 70 à 80% sur les aspects thermiques. Okay ? Donc les technologies, voilà nos technologies. Donc vous avez vu que toutes ces technologies, elles sont assez uniques. Pour la majorité d'entre elles, elles ont des brevets. Les technologies, c'est bien, mais ça ne suffit pas, et je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est enlever des barrières pour permettre aux maîtres d'ouvrage de bouger en se sentant à l'aise, c'est-à-dire en se disant pas je prends des risques qui sont considérables et notamment financiers. Et pour faire ça, on a créé une entreprise spécifique qui s'appelle Aiden, qu'on a créée en partenariat avec Eren, qui est par ailleurs l'un de nos actionnaires, qui est aujourd'hui une entreprise active dans le monde des énergies renouvelables, qui est notamment une filiale avec Total qui s'appelle Total Eren. Et donc, ces gens-là, tous les ans, ils investissent des centaines de millions de dollars à travers le monde dans des projets d'énergie renouvelable. Et donc, ils amènent une capacité de financement. Et IDEX, que vous connaissez sans doute, qui est un des 3 grands exploitants français, nous amène un savoir-faire en termes d'exploitation-maintenance. Et nous, évidemment, on amène des technologies innovantes. Et donc, on est dans une logique où on va pouvoir proposer nos technologies en conception, réalisation, exploitation, maintenance, financées, sur un modèle où on va porter ces projets, on va porter la majorité de l'investissement et surtout, on va standardiser les contrats de performance énergétique, c'est-à-dire que puisqu'on a l'intelligence artificielle, puisqu'on a la mesure et la capacité de piloter en temps réel, alors on va être capable de s'engager de manière confiante et ambitieuse sur les économies d'énergie. Et puisqu'on génère des économies importantes également en valeur absolue, on va pouvoir faire fonctionner le modèle, nous, en prenant une petite partie des économies d'énergie pour se financer. Et c'est là qu'on change la donne, vous l'avez compris, puisqu'on passe d'un modèle, dirons-nous, de réactif dans la manière dont on gère les problèmes thermiques, à un problème prédictif avec de la donnée et de l'intelligence artificielle qui nous permet d'être ambitieux. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques retours d'expérience. La mairie de Roubaix a choisi il y a quelques années de travailler avec notre plateforme donc EFI-Pilot. Et là, on est en train d'équiper les 430 bâtiments de la ville. Là, je pense qu'on en a une centaine. Donc ça fait plus de 150 000 m². Alors pourquoi la mairie de Roubaix a choisi de faire ça? Premièrement, ils voulaient que leurs équipes reprennent la main. C'est-à-dire que la plateforme EFI-Pilot, elle vous dit quels sont vos consos, à combien vous chauffez, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Vous n'êtes pas tributaire d'un prestataire externe pour avoir toute l'information, premièrement.
Deuxièmement, récemment, la ville a repassé un contrat d'exploitation, donc ils travaillent avec 3 sociétés, 3 grands acteurs de l'exploitation. Elle leur a dit, moi je veux que vous bossiez avec la plateforme d'Accenture. Alors les exploitants nous regardent avec un gros yeux, c'est qui eux, pourquoi on doit bosser avec eux? Ils vont nous piquer notre boulot. Et c'est pas du tout l'objectif, en fait, c'est le schéma que je vous montrais tout à l'heure. Nous, on sait que les exploitants, ils sont bons avec leurs équipes techniques, etc. Nous, on leur amène la plateforme qui amène ce côté pilotage en temps réel pour leur permettre de travailler encore mieux. Et puisqu'ils peuvent travailler encore mieux, enfin, les mainteneurs vont pouvoir s'engager sur des contrats de performance énergétique, pas à 5-6% sur la GTB, mais à 25 ou 30%. Et donc là, vous voyez, depuis 2020, là, sur un parc de 60 ou 80%, on est à 27% d'économie d'énergie sur la ville de Roubaix. Et sur le dernier contrat d'exploitation, on s'est engagé, enfin en tout cas, les exploitants portent cette ambition-là. Et concrètement, ça veut dire quoi pour la mairie de Roubaix? Ça veut dire qu'ils font 600 000 € d'économie annuelle, garantie sur, je crois qu'on est sur un contrat de 8 ans, garantie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils ont leurs économies. Et nous, on prend l'entièreté du malus si on ne fait pas notre job. Mais on a confiance dans notre capacité à faire notre job parce qu'on a, le digital qui va nous aider à travailler. Voilà. Et donc ça, ces modèles-là, vous voyez, on innove à la fois sur la technologie et sur les modes de fonctionnement pour enfin pour être en mesure de porter une vraie ambition. Deuxième exemple, là je reviens sur ma géothermie. Il me reste 3 minutes. Prologis, qui est un plus grand développeur d'immobilier logistique dans le monde, a développé dans le 77 le premier entrepôt logistique bas carbone au monde. D'ailleurs, pas que bas carbone, il est exemplaire à plein d'égards. Il a été inauguré à la mi-octobre et il est exploité par Monoprix, cet entrepôt. Et Prologis, donc ils avaient une ambition, ils visaient le BREEAM Outstanding, voilà, il y a du PV sur le bâtiment, ils avaient une grosse ambition. Et à l'époque, on a travaillé avec leurs AMO et en fait, ils ont screené toutes les technologies sur le marché. Et à la fin, ils ont choisi notre technologie parce qu'ils se sont rendus compte de ce que je vous disais, à savoir qu'à une ambition donnée, c'est ce qui coûtait le moins cher. Et donc, depuis que là, sur la première saison de chauffe, on a même dépassé ce qu'on avait prévu. Et donc, on est à 70% d'économie d'énergie par rapport à la solution de référence qui aurait été du gaz et des chillers pour la climatisation, et 92% de décarbonation. Et donc voilà, et c'est un projet exemplaire à plein d'égards et qui montre encore une fois le potentiel que peut avoir la géothermie. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez compris que on essaye d'apporter notre pierre à cet édifice complexe de la rénovation énergétique et que notre contribution, c'est de dire on n'est pas condamné à utiliser tout le temps les mêmes solutions qu'on a connues depuis des années et des années, que le monde du bâtiment et de l'énergie n'est pas le seul, ce ne sont pas les 2 seuls secteurs du monde qui ne pourraient pas bénéficier des innovations du digital et de l'intelligence artificielle. Et il s'agit de le faire de manière intelligente. Et troisièmement, il nous semble qu'il faut passer ce Rubicon. Et il faut arrêter d'empiler les technologies et il faut vraiment passer sur ce modèle qu'on appelle Energy Efficiency as a Service, de dire c'est fini de juste de vendre des technologies, maintenant il faut se mouiller, il faut s'engager et il faut vendre des performances sur lesquelles on peut s'engager. Voilà, j'ai terminé à peu près dans les temps. Je pense que vu que je suis le dernier, on a le luxe de prendre quelques questions s'il y a des questions dans la salle. Voilà. Une seule question. Par contre, il faut que je prenne le casque. C'est bon. Oui, une toute petite question. C'est quoi la différence entre le Respilot et le OptimZen? Parce que ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ouais, alors le Respilot, ouais, tout à fait. L'OptimZen, c'est ce que je disais, c'est en fait le système avec des capteurs IoT, un système de recommandation
de planning optimum de régulation. Et ResPilot, c'est notre plateforme qui va exploiter notre chaufferie, notre système de chauffage, climatisation, mais en fait, en réalité, même plus, parce qu'on se projette aujourd'hui sur des systèmes où on va notamment pouvoir y combiner d'autres énergies renouvelables, c'est-à-dire beaucoup de PV, bien sûr, parce qu'on va trouver beaucoup de PV sur les bâtiments, et donc des énergies renouvelables locales comme le PV ou le thermique, de pouvoir les piloter et notamment d'optimiser l'autoconsommation. Je pense qu'il vous faut le micro, à moins qu'on m'interdise de continuer. Mais je pense que je suis le dernier, non? Je peux dépasser un petit peu, non? Bon, sinon je peux prendre les 2-3 questions là, on peut se parler à côté si vous le souhaitez. Merci beaucoup.